Je fais quand même un rappel oral au cas où certains n'étaient pas très attentifs. La vidéo qui va suivre parle de sujets troublants. Si vous êtes trop jeune ou que les sujets précédents peuvent vous toucher, je vous invite à quitter cette vidéo. S'il vous plaît. Vous êtes toujours là? Eh bien, c'est parti. L'analogue horror, un genre particulièrement présent sur Internet. Il a pour caractéristique l'utilisation de l'esthétique des vieilles technologies. Cassettes VHS, émissions éducatives, bulletins d'information, publicités poussiéreuses et autres. Des supports rassurants, familiers, qui deviennent soudain étranges, inquiétants, voire horrifiques. Personnellement, c'est un genre qui me fascine. Parce qu'il me pousse à fouiller, à comprendre, à faire des liens. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant de comprendre des trucs. Mais c'est aussi un genre qui sait toucher quelque chose de plus intime. Ce frisson qui vous prend quand le soir, seul dans votre lit, le moindre grincement de parquet devient suspect. Et si le 17 novembre 2019 vous étiez sur YouTube en train de scroller sans trop réfléchir, l'algorithme aurait peut-être glissé dans vos recommandations une vidéo étrange. World's Weirdest Animals, publiée par une chaîne obscure du nom de Giminium Entertainment. Au début, rien d'alarmant, une simple vidéo éducative dans le style rétro des années 80. Mais très vite, des anomalies surviennent. Sur Reddit, dans les communautés analogue horror, ARG et creepypasta, les discussions commencent. Le bouche à oreille fait son effet, Giminium Entertainment intrigue, captive et les mystères s'accumulent. Assez pour que la série gagne son propre subreddit, et un noyau de fans dédié à décrypter chaque détail. Mais en réalité, Giminium Entertainment, c'est plus qu'une simple chaîne YouTube. Créée par Rami Abod en novembre 2019, elle compte aujourd'hui 18 vidéos sorties sur près de 4 ans. Des documentaires, des conseils de survie, des procédures de sécurité et des vidéos de plus en plus bizarres. Et ça, on y reviendra plus tard. Toutes ces vidéos sont présentées comme des cassettes anodines, mais qui révèlent progressivement un monde où une menace se cache derrière les instructions ou informations anodines des cassettes. Alors, que raconte vraiment Giminium Entertainment? C'est ce que nous allons découvrir en visionnant chaque vidéo dans leur ordre chronologique. Petite précision, la série de Giminium Entertainment est assez complexe à comprendre et tentaculaire dans l'explication et l'exposition de son lore. Il ne sera donc pas rare que j'utilise les vidéos précédemment regardées pour appuyer mes explications, d'où l'aspect parfois un peu déconstruit de la vidéo. Sur ça, nous sommes le 17 novembre 2019 et la toute première vidéo de Giminium Entertainment vient d'apparaître. Le tout commence avec une musique douce. Avec une vue sur une planète en train de tourner, le titre de la cassette apparaît et vient nous faire comprendre que la scène se situe au Minnesota. Différents animaux vont défiler accompagnés de leur localisation, de leur nom et d'une petite vidéo montrant leur comportement dans la nature, ainsi qu'une description racontant des facts ou faits divers à propos de l'animal en question, parfois accompagnés de commentaires. On a donc plusieurs animaux. Le premier, la poule de prairie, qui se situe au Wilkin County.
Le deuxième, la chouette, ou chevêche des terriers, qui a pour localisation le Clay County. Le troisième animal se trouve partout. La musique se coupe brusquement à cette annonce. L'animal qui nous est présenté porte le nom de Woodcrawler. La vidéo au centre n'apporte pas plus d'indications sur son apparence. Trouvés au nord de l'Amérique, ces animaux sont d'excellents chasseurs. Ils sont capables de traverser la plupart des terrains sans faire le moindre bruit. Leurs emplacements préférés pour établir des nids sont l'intérieur des maisons des familles nombreuses, là où de larges nuées peuvent s'adapter rapidement. Vous entendez des cris? Ils volent leur voix. Brûlez les corps, sinon ils se relèveront. Les Nature's Mockery. Nous avons un bref plan à travers une vitre. Puis les pattes d'une créature apparaissent brusquement. La personne qui filme coupe rapidement sa caméra, sûrement pour éviter d'être vue par la créature. Lorsque la caméra se rallume, on a un plan sur une maison de nuit. À l'intérieur, on y voit des gens en comportement plus qu'étrange. Des postures caricaturales, robotiques et des mimiques faciales intrigantes. Ils nous sont présentés comme des fake people. La personne qui filme arrive à rester discrète, jusqu'à ce qu'une des personnes observées le repère. Elle fonce alors droit sur lui et la vidéo se coupe. Bon, on a quelques informations à retenir et pour ça je vais vous présenter les tableaux d'informations. Ils apparaîtront lorsque quelque chose d'important est à retenir ou se passe, qui me permettra de garder une trace écrite et surtout ça vous aidera à suivre. On peut déjà noter Woodcrawler, Nature's Mockery et Fake People. À l'issue de cette vidéo, on ne sait pas grand chose à part que des créatures étranges ont élu domicile partout. Pour le Woodcrawler, il est sous-entendu que cette créature chasse des gens, avec le fait que ce soit de très bons chasseurs et qu'ils établissent leur nid dans de grandes maisons. Pour ce qui est de la Nature's Mockery, à ce stade, on ne sait toujours pas ce que c'est. Nous avons juste l'apparition des jambes d'une créature, puis une coupure abrupte de la caméra, pour enchaîner directement sur les Fake People. Cette transition me laisse perplexe. Est-ce que les Woodcrawlers, les Nature's Mockery et les Fake People seraient liés? Ce qui m'intrigue le plus dans cet agencement, c'est que normalement entre chaque animal, nous avons une coupure avec quelques précisions. Ici on a certes des transitions entre chaque créature, mais aucune indication claire. On peut également remarquer que la partie Nature's Mockery est très courte et enchaîne directement sur la partie des Fake People. Pourtant, les Fake People sont qualifiés comme tels plus loin, ce qui brise un peu la manière dont le tout est présenté. D'où la question, est-ce qu'il y a un lien direct, et j'insiste bien sur le direct, entre Nature's Mockery, Fake People et Woodcrawler? Eh bien, marquons cette question sur un des tableaux, qu'on appellera le tableau des questions. Peut-être qu'on pourra y répondre plus tard.
prochaine vidéo s'intitule « Conseils de sécurité en cas de tempête ». On note assez rapidement que la vidéo est réalisée par un organisme appelé Harbing Technology. Dans cette cassette, on apprendra donc à nous protéger, nous et notre famille, lorsqu'une tempête frappe notre maison. Cette cassette est découpée en 3 parties que nous allons aborder. Première partie, se préparer. Étape 1, renforcer les supports structuraux de la maison et réparer les potentielles fuites. Étape 2, installer un système d'alerte qui nous permettra de savoir si une tempête ou tout autre danger s'approcherait de notre maison. Étape 3, créer un bunker, dont les dimensions sont les suivantes. 10 pieds de large, 18 pieds de long. Les fondations doivent être de 8 pouces d'épaisseur. Au centre, un hémisphère en aluminium de 4 à 5 pieds de diamètre doit être posé. Une radio à fréquence courte doit être placée près de l'hémisphère à 4 ou 5 pieds de celui-ci. Il nous est précisé d'allumer la radio seulement en cas d'extrême urgence. Partie 2. Que faire durant la tempête? Étape 1. Amenez votre famille silencieusement dans le bunker. Votre maison ne vous appartient plus. Étape 2. Allumez la radio. Ignorez tous les sons produits par la radio. Ce sont des hallucinations auditives. Étape 3. Restez calme. Vos larmes sont emplies de sel. Partie 3. Après la tempête. Si vous croyez que la tempête est passée, sortez du bunker pour inspecter les dégâts. Si votre maison a été endommagée, vérifiez s'il y a des mouvements à l'intérieur de celle-ci. Si vous entendez des grillons, vous êtes en sécurité. Regardez le champ. Voyez-vous des lumières? Retournez dans votre bunker. Une vidéo vient illustrer les dernières phrases de la présentation. On y voit un champ avec des lumières s'allumant petit à petit. L'écran se brouille, puis des mots inquiétants s'affichent, tandis que l'ambiance devient de plus en plus pesante. Écoute. Sous tes pieds. Rampant sous le sol. Nous avons par la suite une transition sur une sorte d'antenne ou d'enceinte, pour retourner sur une ambiance plus sereine. Alors on a pas mal d'infos dans cette cassette. Premièrement, la structure de l'explication est cohérente. Il y a 3 étapes qui se suivent bien de manière logique. Ce qui est curieux, c'est la manière dont sont formulées les explications. On nous parle d'un autre danger qu'une tempête dans la partie 1. Accompagné d'un bunker qui me semble une mesure pas si excessive pour une tempête, mais c'est plutôt le dispositif qu'il y a à l'intérieur qui m'intrigue. Une hémisphère d'aluminium avec une radio basse fréquence. Notons-le sur le tableau des questions. On peut facilement faire le lien de l'autre danger avec les autres parties des explications. Par exemple, pour la partie 2, on nous indique de déplacer notre famille silencieusement. Ce mot n'est pas là par hasard. Une tempête ne fait pas de distinction entre le bruit et le silence. Mais la créature qui s'approprie la maison, elle, sûrement. L'utilité de la radio est, elle, difficile à justifier pour le moment. Vient ensuite la partie 3, où on apprend une information importante. Il faut inspecter l'intérieur de la maison en sortant du bunker.
Information qui, prise avec le fait que la maison nous appartient plus, nous indique la présence de quelque chose. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux Woodcrawlers. On a vu qu'ils aimaient s'installer dans la maison des gens qu'ils chassent, donc les autres dangers pourraient renvoyer aux Woodcrawlers. Et n'oublions pas cette histoire de lumière. Il semblerait que nous ayons en face nos potentiels Woodcrawlers. Mais attendons avant de faire des conclusions hâtives. Notons-le dans les informations à retenir. Nous avons ensuite une série de phrases énigmatiques, suivies de cette mystérieuse enceinte ou antenne que nous allons retenir pour la suite, sans avoir plus d'informations pour l'instant. Alors, je sais ça fait beaucoup d'informations, mais vous inquiétez pas, je suranalyse les premières vidéos pour en tirer le plus de matières premières pour facilement pouvoir les relier aux autres cassettes. Et on va pas se mentir, quand on commence à regarder entre les lignes avec attention, on sort avec plus de questions que de réponses. Mais on arrive à comprendre une chose avec cette vidéo. L'entreprise Arbing Technologies semble être au courant de quelque chose, mais semble vouloir le cacher dans une banale procédure de sécurité en cas de tempête. Cette cassette est réalisée par Regnad Computing et consistera en une démonstration de la pensée artificielle dans un ordinateur intelligent. On a un petit historique de l'entreprise, on notera simplement que leurs méthodes ont d'après eux permis la production de l'intelligence artificielle la plus aboutie au monde. Pour tester les capacités intellectuelles de l'IA, la tâche de créer une histoire cohérente sous le format d'un livre pour enfants lui est confiée. 3 itérations seront données en guise de démonstration. Je vais vous montrer chaque itération, puis analyser chacune d'entre elles, une par une. Je sais que ça brise la structure mise en place jusqu'à maintenant, mais je pense que ce sera plus pratique dans ce sens. Première itération. La première itération n'a rien de cohérent. Les 3 premières lignes ne sont pas compréhensibles. Cependant, on note la présence de 2 personnages et de la mention d'un secret. Deuxième itération. Cette fois-ci, c'est plus clair. Jack et Mary sont toujours là. Mais cette fois, on mentionne un lieu caché. Puis une dernière phrase vient rendre le tout dérangeant. Je vous entends. Cette phrase fait froid dans le dos. En plus du fait que le bip qui accompagne chaque génération d'itération ne se joue pas pour cette phrase. Est-ce que ici, c'est la machine qui parle ? Ou quelque chose d'autre qui s'exprime à travers elle ? On va le mettre dans le tableau des questions. Troisième itération. On retrouve les mêmes personnages avec des phrases un peu plus complexes. La notion de lieu protecteur a également été ajoutée à l'endroit secret. Puis la dernière phrase, « La rivière s'écoule mais pas avec de l'eau », renvoie assez facilement au sang. Pour la quatrième itération, une quatrième itération. Jack les a entendus de nouveau. Il y a une voix venant de l'espace. Jack, est-ce que tu me vois ? Je suis devenu autre chose. Pour cette itération uniquement, on peut émettre la théorie temporaire suivante. Les itérations sont exprimées avec le personnage de Mary par l'ordinateur. Après tout, elle était avec Jack pendant les autres itérations. Il est assez clair que Jack entend des voix venant de l'espace. Et que Mary est devenue autre chose. Mais
Quoi? Un dernier fragment d'itération sans numéro apparaît. Écoutez la boîte d'argent. Les étoiles bougent désormais. Voyez-vous l'œil affamé? Je suis là. La boîte d'argent est-elle la radio dont on a entendu parler dans Storm Safety? Qu'est-ce que l'œil affamé? Et qui est l'auteur du Je suis là, qui est directement relié au Je vous entends? En dernier, nous avons une illustration, une sorte d'œil géant avec une flèche qui nous indique qu'il regarde vers un endroit marqué d'un cercle, tandis qu'un rayon vient s'abattre sur une créature. Cet œil pourrait bien être l'œil affamé. Il est vivant, a une intention et surtout, il nous observe. Avec cette cassette, le malaise grandit. On découvre que l'IA ne se contente pas de produire du texte. Jack et Marie, récurrents dans les itérations, semblent être liés à cette entité. Et surtout, un nouvel élément inquiétant fait son apparition. La boîte d'argent. Bon, on a toujours beaucoup de questions, mais je vous promets qu'on va répondre à certaines de ces questions dans la prochaine cassette. Cette cassette s'ouvre sur une présentation de notre système solaire dans son ensemble. Pour ensuite nous présenter chacune des planètes. On commence par le Soleil avec son aspect indispensable à la planète Terre. Mercure. Vénus. Nous. Mars. Mais en arrivant sur la géante gazeuse, Jupiter, une phrase étrange pique ma curiosité. Ce n'est pas un œil. En référence à la grosse ellipse rougeâtre, simple phénomène atmosphérique. On passe à Saturne, dont les anneaux de celle-ci sont qualifiés de portes. Puis Uranus. Et enfin Neptune, décrite comme une lentille. En plus d'avoir muté. Puis celle-ci se déforme pour révéler un œil fusionné avec la planète. Est-ce qu'on tient notre œil affamé? Non, ce n'est que la lentille. Puis vient l'iris. Et d'un coup, le ton devient plus menaçant. Elle est avec nous maintenant. S'amusant de nous. Puis celle-ci se transforme en un œil, se mouvant de droite à gauche. Contempler. Par la suite, nous avons une image de Neptune, en voyant un rayon bleu à travers la lentille, se dirigeant vers une planète difficilement reconnaissable. Cette fois, nous avons un début de vraie réponse à nos questions. Tout d'abord, Iris.
Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais elle était là depuis le début, dans la présentation du système solaire. Et ce twist est brillant. Dès l'image initiale du système solaire, on sait que Iris est là, cachée juste sous nos yeux. Si vous l'avez remarqué du premier coup, franchement chapeau. D'ailleurs, je me suis senti très bête quand je suis revenu en arrière pour vérifier. Dans tous les cas, Iris est clairement identifiable comme étant notre Hungry Eye. Une entité cosmique, vivante, cachée, nichée dans notre système solaire. Mais pas seulement. Dans la cassette précédente, nous avions des phrases étranges que l'on a attribuées au Hungry Eye. On peut donc les attribuer à Iris, qui aurait donc la possibilité de communiquer avec l'IA développée par Ignat Computing. De plus, la scène en fin de cassette représente clairement le schéma que nous avions vu à la fin de Artificial Computer Learning et correspond au moment où le rayon est tiré vers le seul endroit où il existe des créatures étranges, vers la Terre. L'Iris semble se servir des autres planètes du système solaire, Neptune comme lentille, Saturne comme porte, et le rôle de Jupiter reste assez énigmatique. Ces planètes semblent jouer un rôle clé, mais leur fonction reste encore trop vague pour qu'on puisse conclure, notamment pour ce qui est de Saturne et de Jupiter. Leurs rôles ne sont pas bien définis, on peut les mettre de côté en attendant. L'Iris ici adopte le rôle d'antagoniste principal. Elle est le Hungry Eye, une planète vivante capable de communiquer avec les créatures vues dans les vidéos précédentes, Woodcrawler, Nature's Mockery et Fake People, appuyée par « Elle est avec nous maintenant », qui correspond à l'arrivée des créatures sur Terre. Ce qui m'amène à me poser une question. Pourquoi maintenant ? La planète n'a pas pu bouger du système solaire, donc si elle est dans celui-ci depuis sa création, pourquoi attaquer que maintenant ? Avec cette cassette, le mystère laisse place à un visage d'un coupable tout désigné, l'Iris. Et désormais, celle-ci nous regarde. Cette cassette informative commence avec le nom d'un camp de vacances, avec une publicité visant à attirer les gens. Des paysages montagneux, un ciel dégagé illuminant l'environnement, des cabanons au style assez rustique, ainsi qu'une liste d'activités que le camp a à offrir. De la randonnée, du tir à l'arc, du canoë et une activité inquiétante appelée récolte, camouflée sous un spectacle de lumière mouvante qui fait penser aux lumières dans Storm Safety. La cassette enchaîne avec un plan sur les cabines. Certaines accueillent des campeurs, d'autres sont réservées aux enfants, et une poignée bien plus étrange se détache du reste. Puis on nous présente le système de sécurité du campement, le même que celui se trouvant dans la vidéo Storm Safety. Un grésillement nous amène devant une porte. Ne répondez pas à ceux qui toquent aux portes. On a ensuite une transition sur un feu de camp avec la mention mythe qui apparaît à l'écran. Le premier mythe daterait de 1935. Des well-dressed men seraient venus visiter le campement et ils auraient demandé à entrer dans la cabine de l'administrateur chaque nuit pendant des années. Une nuit, un pacte aurait été réalisé avec ces hommes étranges. Puis ils quittèrent le camp sans jamais revenir. Le deuxième mythe, lui, daterait des années 30, lorsque des campeurs auraient aperçu des skinwalkers.
Une fois que la porte s'est ouverte, on a une liste de personnes qualifiées de vaisseaux. Nous avons leur nom et leur fonction dans le camp. Et enfin, la vidéo révèle la silhouette de la créature qui, chaque nuit, réclamait d'entrer. Impossible à ignorer. Elle se dresse comme une preuve que les mythes du camp n'en étaient pas. Il y a pas mal d'éléments que l'on peut relier entre cette cassette et celle de Storm Safety Tips. Tout d'abord, la lumière. Nous avons vu précédemment que celles-ci apparaissaient dans le champ. Ici, elles apparaissent dans le ciel. Ce qui est assez compréhensible en vue de la taille assez impressionnante des créatures. Elles sont tout simplement immenses. En parlant de ces créatures, celles-ci semblent différer de celles que nous avons vues durant les différentes cassettes informatives. Elles sont imposantes et émettent une vive lumière, contrairement aux Woodcrawlers, Nature's Mockery et Fake People. Celles-ci se contenteraient de toquer aux portes pour faire quelque chose aux gens qui leur répondent et qui sont ensuite qualifiés de vaisseaux, sans plus d'informations. Est-ce qu'ils deviennent possédés? Est-ce qu'ils deviennent une sorte de contenant pour l'entité? Est-ce qu'ils deviennent tout simplement porteurs d'une maladie, d'une infection? Pas plus d'informations que des théories. Puis on a le système de sécurité du camp. Sa présence ici pourrait nous indiquer que ceux-ci auraient besoin de se défendre de tempêtes, mais également des créatures dont l'existence est sous-entendue dans Storm Safety Tips. Potentiellement des Woodcrawlers ou nos nouvelles créatures. Cassette introduit également 3 nouveaux points majeurs. Nous avons tout d'abord la récolte, activité officielle du camp, présentée comme un spectacle lumineux. Événement pour lequel nous n'avons pas plus d'informations non plus. Le mot même récolte est déjà inquiétant. Une récolte de quoi? De lumière, de vie, de vaisseaux. Ensuite, nous avons les Well-Dressed Men, rendant visite aux gens la nuit. Ici, ils ne rendent visite que à l'administrateur de la cabine. Et en réalité, cela prend plus de proportions qu'une simple visite. On parle de venir chaque soir, pendant des années, pour au final réaliser un pacte qui reste très mystérieux. Et si ce pacte était justement ce qui a transformé le camp en terrain de chasse pour ces créatures lumineuses? Nous avons également une histoire de Skinwalker qui était là avant la visite des Well-Dressed Men. Ce qui m'amène à me poser une nouvelle question. Est-ce que le pacte et l'arrivée des Well-Dressed Men ont un rapport avec les Skinwalkers? Je pense que cette question a sa place sur le tableau. La prochaine cassette prend la forme d'une publicité d'un jeu appelé Lethal Omen. Un first-person shooter assez simpliste, aussi bien dans ses textures que dans ses mécaniques de jeu. Une sorte de Doom-like qui semble se passer dans un camp de vacances. La présence d'une arme nous indique clairement qu'on va tirer sur des trucs. Des Woodcrawlers, ou peut-être des créatures similaires. Aucunement, dès notre entrée dans le camp, on tire sur des gens. En avançant un peu, une nouvelle vague d'ennemis surgit pour attaquer le joueur. Une fois neutralisé, on a un zoom sur ce qui ressemblerait à un bunker. La vidéo coupe pour reprendre un peu plus loin. Une alerte intervient de nouveau pour nous indiquer l'arrivée d'ennemis. Mais cette fois-ci, rien n'apparaît. Tous les ennemis sont morts. L'attention du joueur est attirée par une sorte de bouillie de texture fusionnée avec des parties humaines. Tandis qu'une créature à l'apparence humanoïde, mais au mouvement désarticulé, approche, avançant lentement, inexorablement, puisque cette créature ne semble pas réagir aux balles. Le mot « run »
vient apparaître sur l'écran accompagné d'une ambiance lourde, similaire à celle de Storm Safety Tips. Le joueur se dirige donc vers le bunker, dont la porte s'est ouverte sûrement grâce à l'activation de l'alarme de sécurité. En entrant dans le bunker, on retrouve des éléments connus de la cassette Storm Safety Tips. Une sphère en aluminium accompagnée d'une radio. Les murs tremblent, tandis qu'une créature que l'on pourrait identifier à un woodcrawler essaie de s'introduire dans le bunker. Une coupure vient nous indiquer que la tempête est passée. La barre d'aluminium s'illumine au centre de la pièce. Puis une énième coupure vient nous expliquer que l'étalomène a été réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle révolutionnaire, notamment pour les bases du moteur du jeu. Le jeu reprend en dehors du bunker. Le joueur continue sa route, baigné dans les bruits d'ambiance de la forêt. Puis alors qu'il se retourne, Iris est là, l'observant. Cette cassette contient pas mal d'informations cachées sous la forme d'un simple jeu. Mais j'aimerais attirer votre attention sur 5 points qui résument bien la cassette, je trouve. En premier point, lorsque l'on rentre dans le camp, nous attaquons des êtres humains, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Peut-être des skinwalkers. En deuxième point, le joueur insiste sur cette structure, qui est en réalité celle que l'on retrouve dans Storm Safety Tips, le fameux système d'alarme. Mais pas seulement, on a aussi le bunker qui va avec. En troisième point, cet amalgame humain, texture corrompue, formant une structure incompréhensible. Elle semble être centrale, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Pour ce qui est du quatrième point, au premier point, je vous ai parlé de Skinwalker et non de Fake People. Et pour moi, ce personnage désarticulé qui avance vers nous est une preuve que Skinwalker et Fake People sont deux choses bien distinctes. On voit également dans World's Weirdest Animals que les Fake People sont capables de courir. Ici, ça ne semble pas être le cas. Du coup, peut-être que les Skinwalkers sont reconnaissables avec leurs mouvements saccadés, tandis que les Fake People apparaissent comme des gens normaux sur lesquels on tire. Dans tous les cas, les cassettes ne sont pas très claires vis-à-vis de ce sujet. Pour ce qui est du dernier point, celui-ci fait directement écho à la cassette Storm Safety Tips. Il est très probable que la scène qui se passe dans le bunker représente la finalité des mesures de sécurité données. Inefficace. La créature arrive tout de même à entrer. Maintenant qu'on a fait chacun des points importants de cette cassette informative, on pourrait passer à la prochaine. On pourrait. Mais l'étalomène, c'est un jeu vidéo. Et est-ce que, par hasard, bingo, le jeu est disponible. La page descriptive est un peu brute, mais on trouve facilement le lien du jeu. Eh bien, installons et jouons-y. La première chose que l'on peut confirmer, c'est le fait que Regnat Computing a bien participé au développement du jeu. Lorsque l'on arrive dans le jeu, l'ambiance est atrocement lourde. Les textures et les déformations de celle-ci ajoutent une touche un peu rustique, intrigante, au bord du flippant au jeu. Pour ouvrir la porte du camp, il nous faut 3 clés. On explore donc l'environnement pour trouver les dites clés. Une en haut d'un rocher, l'autre à côté d'une radio dans une cavité de pierre, puis une dernière lévitant dans le ciel. Pendant l'exploration du camp, on peut obtenir une information plutôt importante.
Le nom du camp qui fait écho à Camp Information Video. C'est effectivement le même camp, juste au cas où. On poursuit donc notre route pour y entrer. On reconnaît sur le panneau d'affichage 2 annonces. Une du spectacle de lumière se déroulant à 21h30, puis une autre que je n'arrive malgré moi pas à lire, accompagnée d'une image inquiétante, faisant écho à un woodcrawler. En fouillant les différentes cabines, on y trouve des tas de cassettes que nous avons déjà vues, dont une qui revient souvent, Storm Safety Tips. Une autre dont nous analyserons le contenu un peu plus tard. Et on a aussi cette télé argentée. Sur une des télés, on y trouve une image. Connectez le visualiseur de rêve à votre ordinateur en utilisant le cordon fourni. Parlant de l'installation d'un visualisateur de rêve. Image faisant partie d'une cassette que l'on traitera un petit peu plus tard. Certaines cabines sont en désordre. Une a son mobilier sans dessus-dessous, tandis qu'une autre est dans un état un petit peu plus inquiétant. Une fissure est présente en plein milieu de la cabine, remplie d'une bouillie de texture rappelant facilement celle vue précédemment sur l'amalgame. Cette texture semble responsable de la fissure. Si on jette un coup d'œil à l'intérieur de celle-ci, un appareil que l'on peut identifier au Sleep Image Visualizer, accompagné de son guide d'installation, sont présents. En étant un petit peu plus curieux, on voit que le jeu a plus à cacher que 7 cabines non explorées. En montant sur le toit de ces structures, on peut remarquer au loin une masse en forme de gueule ou d'autel, composée de la même texture corrompue que précédemment. On continue d'avancer en suivant le même parcours que dans la vidéo. On abat les créatures ou humanoïdes qui nous veulent du mal pour explorer la 7e cabine. Lorsque l'on rentre, mon intention est directement attirée par les tableaux. On y voit des gens du camp faisant des activités normales, mais le destin a décidé que je devrais recommencer le jeu. Je suis passé à travers les textures. Pour ma deuxième exploration, je fais un petit peu plus attention. Je finis de regarder les tableaux en gardant mes distances avec certains d'entre eux, pour éviter de traverser les textures. Puis on arrive dans un endroit entouré de télé, possiblement l'endroit où les gens viennent les emprunter. En se tournant, on peut voir une porte cachée, en hauteur. On entre et on y trouve une sorte de dépotoir, un débarras, mais surtout 3 lettres dans un coin de la pièce. Voici ce qu'elles disent. J'entends des voix, la tache sur mon cou agrandit. Il y a un feu de camp ce soir, je vais rester dans ma chambre. Il y a le spectacle des lumières dans le ciel ce soir. J'ai entendu dire que les hommes seront présents. Peut-être qu'ils nous laisseront seuls maintenant. Ça regarde en moi, ça veut manger le camp. J'ai peur que les hommes reviennent. Mon visage disparaît. Ces lettres sont capitales. Elles montrent la détresse psychologique causée par les well-dressed men, mais aussi la corruption progressive des habitants. La mention d'une tâche qui grandit particulièrement importante pourrait s'agir d'une infection physique, en plus de la manipulation mentale réalisée par les well-dressed men. Et lorsque l'on relève la tête, une créature nous regarde, une sorte de mannequin nous fixe, tandis qu'un son distordu se joue. Lorsque l'on touche le mannequin, notre vue se brouille pour nous montrer des mannequins devant chaque cabine du camp et des bruits d'une personne qui toque à la porte. Puis le jeu se coupe après un game over. Cette fin est intéressante, puisqu'elle confirme que les well-dressed men veulent nuire au camp, tout en sachant qu'ils sont responsables d'un pacte mystérieux avec le responsable du camp. Un pacte dont manger les gens du camp semble être la finalité. Mais en échange de quoi ? Bonne question. On sait également, grâce aux notes, que la personne dans la cabine est dans le même état que Jack,
Il entend des voix, probablement Iris. Mais comment? On note aussi qu'il y aurait des taches qui grandissent sur le cou de la personne qui écrit la lettre. Peut-être que nous avons affaire à quelque chose de plus dangereux. Ce détail est assez important pour le noter. Et des fins comme ça, il en existe 4. Et en se plongeant dans les différentes fins du jeu, on révélera d'autres pièces du puzzle. Tout d'abord, la fin du bunker. La fin classique, celle que l'on obtient en répétant ce que nous montre la vidéo Lethal Omen. On traverse le camp, on affronte les créatures et on finit par tomber sur cette fusion d'humains et de matière informe. Avant de se réfugier dans le bunker. Et contrairement à la vidéo, nous pouvons ici aller un peu plus loin. En sortant du campement, on découvre une silhouette au loin, seule, debout, hurlant à l'aide. Un son glaçant qui nous guide jusqu'à lui. En s'approchant suffisamment, on peut voir que celle-ci a des spasmes. En regardant de plus près, on y trouve cette même texture inconnue recouvrant la totalité de l'individu. Et alors que notre regard se retourne vers l'horizon, une colline noire grandit de plus en plus jusqu'à la fin. On va retenir 2 éléments de cette fin. Premièrement, la personne que l'on a vue ressemble fortement à un fake people, notamment au niveau des spasmes, et le fait qu'il vole la voix des gens. L'intérêt de voler la voix serait possiblement une méthode de chasse, qui serait en faveur de la théorie qu'on a émise dans la première cassette, fake people égale woodcrawler. Mais ne nous hâtons pas. Pour ce qui est du deuxième élément que l'on va retenir, c'est la texture inconnue qui recouvre notre potentiel fake people. J'attire votre attention sur cette texture, puisqu'elle va prendre une dimension importante par la suite. Quatrième clé et fin étrange. Une fin un peu particulière qui consiste à trouver un endroit caché au niveau de la zone de l'homme désarticulé, pour trouver une 4e clé. Une fois les 4 clés en main, il faut sortir du camp pour tirer sur une cible perdue entre les arbres. Là nous ouvre un chemin qui nous était bloqué jusqu'à maintenant. En empruntant le dit chemin, on y trouve une voiture de police. En montant sur celle-ci, on entrevoit un autre endroit qui fera partie des autres fins. Et arrivé au bout du chemin, un message accompagné d'un visage triste apparaît en gros sur l'écran. Vous n'êtes pas censé être ici. Cette fin reste à mes yeux assez énigmatique. Elle ne donne pas d'informations directes, mais suggère l'existence de zones interdites et d'une logique cachée derrière le jeu. On retient néanmoins le visage apparaissant petit à petit, qui reviendra un petit peu plus tard. Troisième fin, le gouffre et l'hôtel. La troisième fin consiste à faire exactement la même chose que précédemment, mais en tirant cette fois sur les cibles présentes dans le camp, sans récupérer la 4e clé.
Après avoir fait ça, on sort du camp pour voir qu'un mur auparavant barricadé s'est ouvert. On arrive devant une sorte d'hôtel avec plusieurs pics rangés créant un chemin vers celui-ci. Fouillons un peu l'environnement qui nous entoure, on finit par trouver un petit trou dans les buissons qui nous amène à l'énorme trou que l'on avait vu précédemment depuis le haut des cabines. Celui-ci est profond, et lorsque l'on saute à l'intérieur, un Game Over s'affiche. Encore une fois, la texture étrange est partout. Dans le camp, sur les créatures, et maintenant au cœur même de la nature. On comprend que ce n'est pas seulement une corruption locale, c'est une force vivante qui transforme et altère l'environnement. On a également cet hôtel étrange, sur lequel on se penchera dans la prochaine fin. 4e fin, rituel. La dernière fin, sans doute la plus importante du jeu. Pour l'obtenir, il faut récupérer les 4 clés et tirer sur toutes les cibles du camp. En sortant du dit camp, on retrouve l'hôtel. Mais cette fois-ci, il est désormais occupé. Un rituel a commencé. En y participant, on obtient un Game Over. Mais pas seulement. On réapparaît dans un lieu différent. La nuit est tombée, une forêt plus dense, déformée nous entoure. Au loin, une petite lumière nous guide. Sur le chemin, plusieurs panneaux se présentent à nous. Sur le premier, on peut y lire « Les tendons changeants transforment l'anatomie. Il y a moins de bétail maintenant. » Puis un deuxième panneau. Une main courbée frappe ma fenêtre. La griffe d'un étranger gratte le mur. On progresse jusqu'à la maison. Arrivé au pied de la porte, on réalise en observant les alentours que nous sommes suivis. On toque à la porte, puis on rentre. La vitesse de déplacement du personnage que l'on incarne change, comme s'il essayait de se faire discret. Un premier panneau nous accueille. Le plancher craque pendant que je dors. Des craquements grognants parsemés de sang. On continue de marcher doucement dans les couloirs de la cabine. Puis un énième panneau nous fait face. Les champs ont des yeux d'une lumière intense. Ils s'agitent. Au bout du couloir, une pièce avec 2 canapés et une télé nous attendent. On s'approche de la télé. Une image de l'iris avec la terre. Lorsque l'on se retourne, une vague d'ennemis nous observe. Le texte « Tuer les ennemis » s'affiche. Lorsque l'on se retourne au niveau de la télé, on a ce que je suppose être une image de la Terre. On se retourne de nouveau, la foule est toujours là, attendant quelque chose. On regarde de nouveau la télé et on reconnaît la disposition de la pièce dans laquelle nous sommes, avec ce qui semblerait être un woodcrawler entre les 2 canapés. À notre grande surprise, lorsqu'on se retourne, il n'y a rien. La sortie est bouchée. L'endroit commence à trembler, puis un écran de Game Over apparaît. Toujours sous l'œil attentif de l'iris. Nous avons pas mal d'informations. Tout d'abord l'hôtel, qui est un hôtel sacrificiel. On y emmène des gens non pas pour les tuer, mais pour les transformer en autre chose. Ça vous rappelle pas un truc? Dans Regnat Computing, nous avions Marie qui disait qu'elle était devenue autre chose. Est-ce que celle-ci aurait été sacrifiée sur l'autel? Mettons cette question sur le tableau pour plus tard. Pour ce qui est des panneaux que l'on croise tout au long du chemin, la première phrase du premier est le titre d'une vidéo que l'on verra beaucoup plus tard. La deuxième phrase indique clairement comment les humains sont perçus. Du bétail. Sur le deuxième panneau, nous avons une phrase qui pour le moment n'a pas énormément d'importance.
Cependant, on va la garder pour plus tard. Pour ce qui est des 2 derniers panneaux que l'on trouve dans la maison, il s'agit d'une description de comment sont perçues les créatures par les personnes qui les subissent. Des monstres instaurant la peur et l'angoisse, par leur méthode mais également par leur apparence. Et enfin nous avons les télés, les fameuses boîtes d'argent dont on parle dans Artificial Computer Learning. Pour rappel, à la fin de cette cassette informative, on nous ordonne d'écouter la boîte d'argent, sachant qu'on avait attribué ces itérations à l'Iris, qui arrivait à communiquer par un moyen inconnu avec l'IA de Regnat Computing. Et les images que nous montre la télé accompagnées des différents textes montrent très clairement que l'Iris nous considère comme un ennemi à abattre et qu'elle utilise cette boîte d'argent pour nous faire du mal. Vous voyez ça comme une sorte de lobotomie. Bon, faisons une pause. Je pense qu'il est temps de récapituler ce que nous avons comme information et de recontextualiser un petit peu ce que nous avons. Pour ce qui est du camp, les 2 cassettes, Camp Information Video et Lethal Omen, se déroulent dans ce même camp. Additionné au pacte avec les Well-Dressed Men, cela fait de ce lieu un lieu extrêmement important. Pour ce qui est des Well-Dressed Men, eux ont rendu visite des années durant et conclu un pacte mystérieux avec ce qui est probablement le propriétaire du camp, qui a, d'après les lettres qu'on peut lui attribuer, regretté son choix par la suite. Le système d'alarme présent dans Storm Safety Tips est dans le camp. Il protège autant contre les tempêtes que contre quelque chose de plus inquiétant. Néanmoins, la finalité de cette procédure est douteuse, pour ne pas dire inutile. Le jeu Lethal Omen, développé par Regnat Computing, de son côté documente et rejoue des événements vus dans les cassettes. On peut s'interroger sur la nature du jeu en lui-même, et c'est une sorte d'avertissement donné par l'IA de Regnat Computing. Pour ce qui est des créatures, les Fake People imitent les humains et sont liés à une forme de corruption, comme le montre cette texture étrange. La texture étrange, elle, réapparaît plusieurs fois. On peut la voir dans une des cabines, sur l'effigie, mais également sur les Fake People. Les Woodcrawlers, créatures étranges, aimant établir des nids dans la maison de grandes familles. Puis nous avons les créatures inconnues, immenses, possédant la capacité d'émettre une lumière éblouissante, toquent aux portes des gens et ceux qui répondent deviennent des vaisseaux, porteurs probablement de quelque chose, comme l'indique le nom qui leur est donné. Pour ce qui est des questions auxquelles on a déjà répondu ou partiellement, on a les Fake People, les Woodcrawlers et les Skinwalkers qui semblent être proches mais pas identiques. Ils partagent des traits, voix, spasmes, mais semblent avoir des comportements distincts et des manières d'agir également différentes. D'un côté, les Fake People sont capables de courir, de l'autre, les Skinwalkers probablement pas. De plus, les Fake People semblent être le résultat de la chasse des Woodcrawlers, mais sans grande certitude. Pour ce qui est de la récolte, elle nous est présentée sous un spectacle lumineux, désigné comme festif, mais en réalité lié à Iris et au vaisseau. On n'a pas encore son vrai but, mais c'est probablement une extraction de quelque chose, vie, énergie, conscience. Il est sous-entendu assez habilement que cette récolte est réalisée par les créatures inconnues, capables d'émettre de la lumière. Nous avons ensuite les Well-Dressed Men. Leur objectif n'est pas encore clair, mais les lettres de Lethal Omen confirment qu'ils veulent manger le camp. Ils sont hostiles, même si leur pacte reste encore flou. L'Iris, planète vivante qui chapeaute le tout. Elle est celle qui tire les ficelles et semble se servir du système solaire pour arriver à ses fins. Elle est capable de communiquer via une IA, mais également avec certaines personnes. Et il reste certaines questions en suspens. Que devient un vaisseau ? Est-ce que c'est une possession, un contenant pour Iris, une transformation ? Quel était le vrai contenu du pacte, conclu avec les Well-Dressed Men ? Est-ce que c'était une transaction volontaire ou une manipulation ? Quel est le rôle exact de cette texture ou pixel étrange ? Est-ce que c'est une maladie, une corruption ? Pour ce qui est des Skinwalkers, Fake People et Woodcrawlers, est-ce qu'on a 2 espèces différentes ou des stades d'évolution d'une même créature ? La Nature's Mockery a-t-elle un lien avec ces éléments ? Pourquoi un jeu vidéo tel que Lethal Omen pour transmettre ces événements ? Est-ce que c'est une simple archive ou un outil actif de propagation ou une prédiction ? Le camp est-il un lieu choisi par hasard ou un terrain sacrificiel voulu ? Le lien entre pacte, hôtel, récolte semble pointer vers une volonté humaine derrière.
Est-ce que le pacte et l'arrivée des Well-Dressed Men ont un rapport avec les Skinwalkers? Comment Iris communique avec les gens ou avec l'IA? Pourquoi conseiller la création d'un bunker et l'utilisation d'une hémisphère d'aluminium pour une radio basse fréquence? Et des questions comme ça, il y en a pas mal. Et on essaiera d'y répondre dans la seconde et dernière partie de cette vidéo. Comme promis au début de la vidéo, c'est tentaculaire, en espérant ne pas vous avoir perdu dans mes explications et d'avoir été clair sur le sujet abordé. La deuxième partie de cette vidéo sortira dans 1 ou 2 semaines. J'espère également que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'était Rem. Bisous.